Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. On est très heureux de le présenter pour la première fois. On y a pensé pendant un bon bout de temps et on se lance aujourd'hui parce qu'on en profite pour partager un certain nombre de retours d'expérience qu'on a pu voir ces dernières années ensemble sur Outmind. Sans plus tarder, donc vos deux intervenants aujourd'hui, donc Reda, si tu veux te présenter, et Honneur aux moi-même. dames, du coup. Donc Reda Ashkifa, moi je suis responsable des ventes de Outmind. Ça fait 1 an que j'ai rejoint l'entreprise. Donc avant ça, j'ai commencé ma carrière chez Samsung en tant que sales, puis Webhelp et Taxi G7 également en tant que sales, avant d'intégrer Aneo, un cabinet de conseil pendant 4 ans. Moi, c'est vraiment pendant mon expérience du conseil que les problématiques d'accès à la donnée et de capitaliser sur la connaissance, j'y étais vraiment confronté. Donc, quand Grace m'a contacté pour rejoindre l'aventure, j'ai pas hésité parce que pour moi, c'est vraiment un sujet important. Yes, on est super content de t'avoir avec nous. Pour me présenter rapidement également, donc, je suis la cofondatrice et CEO d'Outmind. On a démarré sur ce sujet avec mon associé Arthur il y a environ 2 ans et demi maintenant. Précédemment, j'ai monté une première entreprise sur le sujet de la formation pour les collaborateurs de grands groupes, les amenant à comprendre et à prendre en main leurs outils internes. Et donc, la transition vers Outmind s'est fait assez simplement, je dois dire, puisque c'est en faisant ça, justement, que je me suis aperçue des problématiques d'accès à l'information en voyant tous ces déploiements applicatifs successifs. J'ai également travaillé chez Hyperlex sur la partie opération, donc une intelligence artificielle pour comprendre des contrats. Donc, ces différents points-là m'ont permis justement de à la fois comprendre l'aspect business, mais également technique, puisque je suis une passionnée de cette partie-là aussi. On va démarrer sur la présentation du déroulé. L'objectif aujourd'hui, c'est de rester vraiment dans le concret et de vous apporter quelques retours qu'on a eus, vous présenter aussi comment nous, avec Outmind, on permet d'améliorer la gestion et l'accès des connaissances. Donc, on démarre sur vraiment compréhension des problématiques, compréhension de la partie structuration des données et des connaissances, comment faciliter également la recherche d'informations. Et la troisième partie sera sur l'identification des contributeurs en interne. On va ensuite passer sur la partie solution et vous donner véritablement des conseils. Il est important d'aller identifier de quoi on parle pour démarrer, donc d'où l'objectif aussi de cette première étape pour ne pas se disperser. Sur la structuration pour démarrer, quand on dit difficile de structurer ses connaissances, pourquoi? Il y a quelques points clés. Le premier point, c'est sur la dispersion de l'information dans les outils dont on dispose. C'est 8 à 10 outils par personne d'après les dernières études Octa 2020 sur le sujet. Donc, ce qu'il faut voir sur cette partie-là, tout simplement, c'est que ces 8 à 10 outils par personne se démultiplient au niveau de l'entreprise. Sur des entreprises de plus de 1000 personnes, la moyenne est à déjà plus de 200 outils différents. Ce qu'on constate, c'est que plus on a d'éclatement d'informations, évidemment, plus on a du mal à la retrouver. Ces outils-là sont également déployés tous les 6 mois. C'est une moyenne qu'on constate sur le marché. Et enfin, et ça, vous l'avez, j'imagine, tous rencontré, on va créer souvent autant de doublons que nécessaire lorsqu'on soit on ne retrouve pas l'information, soit on considère qu'on n'arrive pas à travailler sur la base partagée. Donc, c'est malheureusement quelque chose qui arrive très souvent et donc ce qu'on veut aussi. Effectivement, et ces problèmes de structuration vont avoir des impacts qui sont très concrets. On en a listé quelques-uns qui vont déboucher sur des enjeux importants sur le sujet de la gestion des connaissances. Donc le premier, c'est la déperdition des connaissances liées au turnover. Ça paraît assez évident, quand un collaborateur va quitter une entreprise, il y a un pourcentage de son savoir, de ses connaissances, avec lesquelles il va partir. Donc ce pourcentage peut être plus ou moins grand. Et l'enjeu derrière cela, c'est vraiment de rendre l'entreprise propriétaire en fait de la connaissance, de façon à ce qu'elle puisse elle-même la dispatcher au sein des différents collaborateurs et qu'il n'y ait plus justement cette déperdition. Et ça, c'est un sujet que beaucoup de grosses entreprises nous ont remonté dans les différentes interviews qu'on a pu faire. Un deuxième impact important, c'est la perte de qualité due au fait que les éléments à l'état de l'art et les éléments qui sont les plus de référence ne sont pas forcément bien mis en avant et ne sont pas forcément bien partagés. Et ça, c'est un enjeu important également, car en se basant sur
des documents à l'état de l'art, on limite les erreurs et on améliore la qualité aussi de son rendu. Ouais, et il y a des impacts sur le terrain qui sont assez forts, puisque une erreur auprès de son client à cause d'un mauvais format ou d'une mauvaise information est forcément potentiellement grave. On a aussi des sujets d'audit assez souvent chez nos clients, donc on vient aussi les rassurer en amont de certains audits qu'ils peuvent réaliser. Tout à fait. Et le troisième point, on l'a tous vécu, hein, c'est le versionning et les doublons. On travaille tous peut-être sur des documents V1 à V52. Et ça, c'est vraiment une plaie, tout simplement. C'est dû aussi au fait que on utilise de plus en plus d'outils, qu'il va y avoir de la donnée qui est stockée dans tous ces outils-là. Par exemple, on peut travailler sur Teams, mais en même temps s'envoyer des versions par email, mais en même temps se les envoyer aussi sur Slack. Et on ne va pas forcément garder en tête quel canal on a utilisé. Donc ça va générer des erreurs évidentes et ça a un impact assez important quand même, hein. Et le dernier point, c'est effectivement sur l'arrivée des nouveaux arrivants. L'arrivée des nouveaux arrivants, c'est un beau pléonasme, mais bien sûr. C'est pas mal ça. Donc l'arrivée des nouveaux collaborateurs en entreprise, effectivement, quand un nouveau collaborateur arrive en entreprise et qui sait exactement se baser sur quel historique, savoir à qui s'adresser dans une organisation en fonction des compétences, etc., il va être beaucoup plus efficace et surtout beaucoup plus rapidement. Donc l'effet inverse, voilà, c'est quand quelqu'un est perdu dans une entreprise, qu'il est directement parachuté dans un projet et qu'il n'a pas la possibilité de retrouver l'historique et de savoir sur quoi s'appuyer, il va mettre beaucoup plus de temps à être opérationnel. Donc ça, c'est important également sur la partie structuration de la donnée. Et effectivement, nous, notre vision, je l'ai un peu évoqué juste avant, c'est vraiment l'enjeu de rendre l'entreprise propriétaire de la connaissance de façon à ce qu'elle puisse vraiment faire bénéficier tous ses collaborateurs. De façon très simple, si 100 personnes donnent 1, à la fin, il va y avoir 100 à justement dispatcher entre tout le monde. Donc moi, mon investissement va être 1, mais je vais récupérer 100. Donc c'est ce cercle vertueux, en fait, qu'il faut de plus en plus promouvoir dans les entreprises. Et c'est très bien résumé, en fait, ce que je viens de dire par un seul mème qui dit « I share, I get ». Oui, alors vous verrez quelques mèmes parce qu'on les aime bien et parce que ça illustre plutôt bien aussi le propos. Donc enjoy les mèmes. Sur la problématique de recherche, c'est l'un des points sur lesquels on travaille évidemment, puisque c'est le cœur de métier aussi d'Outmind. Le constat que l'on fait quand on rencontre nos interlocuteurs également, c'est celui du temps qui est passé à chercher de l'information sans la retrouver. D'après les différentes études sur le sujet, c'est plus de 7 heures par semaine par collaborateur, donc c'est absolument monstrueux. Et ce qu'on essaye aussi de voir, c'est que peut-être que votre organisation est beaucoup plus efficace que ça, peut-être que vous n'y perdez que 2 heures. Dans ce cas de figure-là, on se retrouve déjà avec une quantité assez importante de temps, d'argent qui est perdue. Donc, on essaie aussi de tout simplement améliorer et rationaliser cette perte de valeur pour faire en sorte que les collaborateurs restent concentrés sur les sujets qui vont créer le plus de valeur pour l'entreprise et puis qui seront aussi peut-être plus intéressants pour eux-mêmes plutôt que de rechercher de l'information. Concrètement, derrière, ce qui est problématique là-dessus, c'est que centraliser cette connaissance-là est évidemment très difficile. Ceux qui travaillent sur des enjeux de gestion des connaissances le savent. La connaissance est vivante, elle est dispatchée dans de multiples canaux, elle n'a pas une forme unique, d'où la complexité. Clairement, et à titre d'exemple, par exemple, un document présentation client, elle n'a pas vocation à être stockée uniquement dans un seul dossier. Elle peut être stockée par offre, elle peut être stockée par client, elle peut être stockée par beaucoup d'autres choses. Donc déjà, juste par nature, la connaissance, c'est dur à centraliser. Si on ajoute à cela la réalité organisationnelle de certaines entreprises qui peuvent être organisées par pôle, par métier, par hiérarchie, on va avoir en fait des barrières au transfert de connaissances. Donc ça, c'est une difficulté qui se rajoute. On l'a parlé, ou on l'a évoqué aussi en début de réunion, c'est la multitude d'outils également. Donc on va avoir de la donnée qui est stockée dans tous ces outils-là. Donc il faut se rappeler où elle va être stockée, à travers de quel outil. Donc ça, c'est une complexité qui se rajoute. Et enfin, c'est la culture tout simplement. Et c'est assez logique, c'est le premier instinct quand on va créer un document, quand on va passer du temps dessus, c'est un peu son bébé, entre guillemets, quoi. Donc on n'a pas forcément tout de suite envie de le partager et d'en faire profiter tout le monde. Donc c'est le premier instinct. Et ça peut aussi mettre des barrières, qu'on se l'avoue ou non d'ailleurs, hein, sur le partage de la centralisation d'informations. Et si on additionne un peu toutes ces choses qu'on vient de dire, ça va créer des silos d'informations. Et c'est quand on arrive dans une organisation où il y a des silos d'informations,
Et ben là, c'est vraiment très compliqué de retrouver la bonne information. Et on retrouve des chiffres qu'on a évoqués avant, où on perd vraiment des heures par jour à rechercher de l'information. Et puis concrètement, donc nous, ce qu'on essaye de dire ici, c'est que permettre de mieux retrouver la connaissance in fine, c'est rationaliser le fonctionnement même de l'entreprise. Donc d'où la petite image aussi, on l'a vu tout à l'heure, les 7 heures et plus par semaine, le 20% du temps de travail, c'est aussi ce que McKinsey affiche. Donc you guys are getting paid for spending 20% of your time searching. Évidemment, c'est aussi ce qu'on veut éviter. Le troisième point, il est sur l'identification des experts. Pourquoi? Tout simplement parce que si, comme on l'a évoqué, on a un problème de partage de l'information, on aura forcément une information qui va être silotée chez les personnes, qui sera inaccessible et qui tout simplement qui demandera d'aller identifier ces utilisateurs-là pour aller réutiliser ces éléments-là. Est-ce que vous vous retrouvez dans l'une de ces deux situations? A priori, soit 1, soit 2, soit 1 plus 2. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Il y a parfois une tendance un peu plus forte sur l'un ou sur l'autre. Ça peut être assez intéressant. Si vous pouvez mettre dans le chat 1, 2 ou 1 et 2, si vous vous retrouvez soit dans la catégorie 1, si vous demandez toujours à des collaborateurs où vous retrouvez l'information document, ou si au contraire dans la catégorie 2, on vous sollicite toujours, ou si c'est les deux. Ça peut être intéressant de voir la proportion des deux. C'est clair. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on va, en fonction de l'ancienneté, on voit les deux en fonction du poste, etc. De plus en plus, dans les organisations, aujourd'hui, on voit beaucoup de 1 et 2 en fait mêlés ensemble parce que on pousse aussi à la transversalité, donc c'est normal. Il y a pas mal de 1 et 2. Il y a pas mal de 1 et 2, ouais. Yes. Effectivement. Au moins 5-6, Christophe venait. Au moins 5-6. Effectivement. Donc, ce qu'on essaye de dire aussi derrière ça, tout simplement, c'est que, comme le disait aussi tout à l'heure Edel, cet aspect culturel fait qu'on va pas forcément avoir ce réflexe de partage. Donc, il y a un intérêt très fort à aller identifier les personnes qui auraient pu créer l'information qui va vous intéresser. Parce que tout simplement, si on ne le fait pas, il y a deux choses qui se passent. Soit on envoie une bouteille à la mer, soit on va aller solliciter au moins une personne pour se dire Hello, est-ce que tu sais pas si quelqu'un a déjà travaillé sur ce sujet? Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver finalement une solution à ça parce que concrètement, ça a un impact, encore une fois, qui est très fort. D'abord, ce qu'on a dit sur les sollicitations, on fait perdre au moins le temps de deux personnes. La première personne qui a essayé de chercher et qui n'a pas trouvé, et la deuxième qui est sollicitée sur le sujet, évidemment. En plus de ça, se rajoute ce qu'on appelle le coût du context switching. Ça a été démocratisé ici. Ce qu'on montre à ce niveau-là, c'est que si on est en train de travailler sur plus d'un projet, donc minimum 2 projets, on perd 20% d'efficience. Donc, le moment où on va switcher du projet 1 au projet 2, forcément, il y aura une perte de productivité et encore pire si on rajoute des sujets. C'est valable aussi lorsqu'on travaille sur 45 onglets ouverts dans son navigateur et qu'on se retrouve à faire l'un puis l'autre. Forcément, on perd en efficacité. C'est exactement la même chose si on est sollicité pour aller retrouver une présentation parce qu'on va aller demander tout simplement à la personne d'interrompre son travail pour aller essayer de trouver et il n'est pas dit qu'elle va le faire rapidement. Le second point, il va être sur la création de goulot d'étranglement. On l'a mentionné avec tout à l'heure le fait d'être sursollicité. Donc tout simplement, on remarque qu'il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus sollicitées que d'autres parce qu'elles vont être référentes entre guillemets sur un sujet, parce qu'elles ont une certaine ancienneté, parce qu'elles sont relativement accessibles aussi parfois. Donc tout un ensemble de critères qui font que ces personnes-là ne se retrouvent pas à faire leur travail, mais à faire leur travail plus le travail de plusieurs autres personnes généralement. Donc ça, on veut aussi permettre de l'éviter. Le troisième aspect, on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est la création de doublons. Je ne retrouve pas une information, donc forcément, si personne ne m'aide, je vais essayer de la recréer. Et ça, pareil, on n'a pas envie de se retrouver dans cette situation-là. Et le dernier item est tout simplement une mauvaise communication interne. Ça peut créer des dysfonctionnements forts, des personnes qui vont toutes les deux, par exemple, travailler sur un même sujet et s'en rendre compte 6 mois plus tard, ou bien après. Des erreurs qui peuvent se générer vis-à-vis de ses clients sur des projets. On peut très bien avoir des personnes qui ont commencé à communiquer avec le client, mais qui n'en ont pas informé les autres, qui n'en ont pas laissé de traces dans les outils. Donc, comment on le sait? Évidemment, on peut avoir derrière des effets de bord qui sont très négatifs. Donc, on essaye vraiment d'aller prendre en compte toutes ces problématiques-là pour aller également les résoudre. Il y a des pistes sur la communication interne, sur la façon de structurer les projets, et il y a des pistes aussi sur la partie outils. C'est ce qu'on va essayer d'évoquer. Ouais.
Tout à fait. Et en conclusion, juste sur cette partie-là, et après on va devoir accélérer le timing aussi, je vais faire attention là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, dans les entreprises, généralement, il va y avoir un Active Directory où les collaborateurs vont être associés à des compétences ou des outils de SIRH, on va retrouver des hard skills, des soft skills associés à des collaborateurs. Donc ça, c'est une façon d'identifier des experts. Nous, pour notre vision, c'est pas suffisant. Parce que déjà, cette façon-là demande une mise à jour qui n'est pas toujours faite, donc manuellement la plupart du temps. Alors que si on se base directement sur les contributions réelles des personnes en fonction au regard de quels documents elles ont créés, sur quels sujets elles ont travaillé, qu'est-ce qu'elles ont apporté, on sait en fait en temps réel qui est compétent sur quel sujet et ça ne demande pas en fait d'effort de mise à jour. Et c'est vraiment l'axe que nous on a choisi pour identifier les experts. On pourra vous le montrer d'ailleurs tout à l'heure un peu plus en détail. Et toujours des petits mèmes qu'on aime bien. Sur la suite du sujet, donc on passe aux solutions et sans plus tarder, premier point sur la partie organisationnelle parce qu'il y a énormément de pépites à aller déjà rechercher une amélioration des processus internes. On aime bien Dory ici parce qu'en fait c'est un serpent de mer, tout le monde nous le dit, structurer sa connaissance, c'est un sujet qui reste un petit peu en fond, qui n'est peut-être pas priorisé, il faut le faire. Mais il y a des clients, il y a le business et en fait on le laisse un petit peu en sous-marin. Le problème c'est que ça revient à chaque fois et si on ne le traite pas, on a des erreurs comme on l'a vu, une perte d'efficacité comme on l'a vu, etc. Donc quelques tips pour démarrer. D'abord partir de l'existant, c'est-à-dire évidemment il y a déjà des règles, il y a déjà des choses qui sont faites. Chaque personne qui a pu contribuer au sein de l'entreprise pour apporter de la documentation, apporter des éléments d'information, a commencé à construire des règles, l'air de rien, de nommage, de stockage, de classement. Donc il faut les lister. Deuxièmement, aller identifier la fréquence d'utilisation des documents les plus importants. Donc concrètement, c'est par pôle, par métier, comprendre quels sont les éléments qui vont être réutilisés fréquemment par les équipes pour qu'on puisse les mettre de côté, faire en sorte que cela devienne des vrais piliers de connaissances qui seront réutilisés pour éviter tout simplement de réinventer la roue à chaque fois. Ici, c'est assez intéressant et assez important de réussir à distinguer ce qui va être propre à certaines BU et ce qui va être propre à l'entreprise en général pour faire en sorte que les nouveaux arrivants, par exemple, repèrent immédiatement les documents de process, de structuration interne et peut-être des éléments un peu plus génériques, HR, etc. Et ensuite, par pôle métier, qu'on réussisse à avoir des informations clés, type, pour chaque nouvel arrivant sur ces pôles-là également, et pour évidemment des personnes qui sont déjà là et qui ont besoin de reprendre des bases existantes. Le troisième point, c'est ce que je disais sur les éléments clés nouvel arrivant. Lorsqu'on a identifié ceux qui ne sont pas forcément très fréquemment utilisés, mais qui pourraient avoir du sens aussi pour ceux qui viennent tout simplement d'arriver, c'est aussi un point à aller sortir pour les nommer derrière ces éléments-là. Des conseils d'organisation hyper pratiques. Le premier, c'est lorsqu'on fait ce travail d'identification, d'embarquer les bonnes personnes. Ça peut sembler bête dit comme ça, mais déjà, c'est embarquer suffisamment peu de monde. C'est un peu la théorie des doubles pizzas d'Elon Musk. S'il y a plus de 8 personnes, c'est qu'il y a trop de monde dans cette pièce. Ou alors, on se ment un peu à soi-même. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir les personnes qui connaissent bien la structuration interne. Peut-être une personne qui a l'habitude de border de nouveaux arrivants, des gens qui ont un petit peu d'ancienneté aussi, et les mettre autour de la table pour ceux qui ont vraiment envie d'aider à structurer cette connaissance. Ensuite, il est évidemment extrêmement important de faire partager et participer le maximum de personnes sur cette petite assemblée. Donc, on préconise pas mal d'utiliser des outils qui permettent à chacun de donner ses idées, type Jamboard ou Miro. C'est vraiment des espèces de tableaux blancs partagés où chacun peut poser des post-it, etc. Et l'idée, ça va être d'ailleurs de pouvoir hiérarchiser cette information-là qui a été repérée. Et le point final, c'est évidemment la mise en place des règles communes sur la base de ces constats-là. Quels sont les niveaux de partage que l'on a envie de définir pour les équipes
est-ce qu'il y a des conventions de nommage à mettre en place? Ce n'est pas toujours le cas, j'insiste là-dessus parce qu'il y a vraiment des façons différentes de faire à ce niveau-là, et certaines entreprises ont vraiment besoin de créer des conventions de nommage pour s'y retrouver. Sur d'autres, ce sera peut-être superflu et non appliqué. Donc à vous de savoir si ça correspond à la culture aussi de l'entreprise. Et le troisième point correspond à réussir à identifier dans tout ce lot d'éléments ceux qui auront besoin d'être capitalisés. Et donc on parle de tagging ici parce que c'est une façon d'ajouter une métadonnée pour dire ces éléments-là, ils sont à conserver. Ce tagging-là, il peut être fait soit directement dans les outils sources, soit ça peut être une convention de nommage supplémentaire, soit ça peut être fait sur un outil dédié au knowledge management. Et un petit reminder ici, il y a souvent des éléments archivés qui existent aussi. Souvent, on a tendance à les oublier. Donc, important et intéressant de savoir si certains de ces éléments-là ne mériteraient pas d'être également tagués pour être capitalisés. Tout à fait. Et puis sur les outils, puisqu'on a parlé des process, on va parler des outils. Vous en connaissez certainement quelques-uns. Typiquement, Notion ou Slate sont des outils de base de connaissances qui sont de plus en plus répandus et choisis. Donc, c'est des bonnes options. Cela dit, et c'est aussi pour ça qu'on existe, il y a un problème qui est lié à l'utilisation de ces bases de connaissances, c'est qu'elles viennent se rajouter à l'existant. C'est-à-dire que dans tous les cas, vous aurez des mails qui vont transiter à côté, vous aurez peut-être des chats avec Slack ou Teams qui vont transiter également, des documents, parce qu'on ne remplacera pas les présentations PowerPoint tout de suite, ou alors les Excel non plus. Et en plus de ça, on va demander aux équipes de rédiger de la connaissance pour la mettre dans ces outils de gestion de base de connaissances. Donc là, il y a un enjeu également, à quel point est-ce qu'on est capable de faire ça rapidement et correctement. Merci Christophe. Est-ce qu'il y a des gens en salle d'attente? Je vais checker rapidement. Okay. On me dit ça. Hop. Ouais, il y avait 3 personnes. Merci beaucoup. Ensuite, pour poursuivre, c'est là où on introduit aussi Outmind. L'idée, c'est d'être un catalyseur pour la gestion de ces connaissances-là, tout simplement parce que plutôt que de demander aux personnes de recréer des briques de knowledge, on va aller récupérer l'existant dans les outils et on va aller apporter une couche de structuration par-dessus ces différents éléments qui va permettre vraiment d'aider les utilisateurs. Yes. Et nous, à notre sens, un outil qui se veut aider de façon très efficace sur la gestion de la connaissance, il y a certains critères qui sont obligatoires. Donc le premier pour nous, c'est vraiment qu'il soit multisource, c'est-à-dire qu'on puisse, avec une seule interface, pouvoir manipuler la donnée, retrouver sa donnée provenant de tous ces outils. Donc c'est un peu la métaphore de se dire, je fais une seule recherche sur un outil d'agrégateur versus je fais une recherche dans chaque outil pour retrouver la donnée. Donc ça, c'est vraiment très important. Le deuxième critère qui paraît assez évident aussi, c'est facilité d'usage. Un outil qui est très intuitif, qui est très facile d'utilisation, il sera adopté, il sera utilisé, tout simplement. Donc pour qu'un outil ait une forte adoption, il faut qu'il soit très facile d'usage, notamment pour des personnes qui ne sont pas forcément technophiles. Voilà. Troisième critère très important, c'est le fait de pouvoir avoir la recherche évidemment, mais également la classification. On l'abordait déjà, c'est classifier ces données, c'est pouvoir les faire remonter aux équipes, pouvoir taguer les documents de référence, pouvoir travailler en mode projet, pouvoir identifier la V3, la V4, etc. Oui. C'est vraiment complémentaire à la recherche et la classification. Et peu d'outils aujourd'hui permettent de faire les deux. Par exemple, les solutions Microsoft sont très bien dans la partie classification, dans la partie classification et stockage de données. Donc voilà, donc il faut vraiment pouvoir mêler les deux pour apporter vraiment une expertise complète sur la gestion de la connaissance. Et là où c'est important aussi, c'est plus on va aller accumuler d'éléments d'informations différents provenant des différentes sources, plus on aura besoin de mettre en avant les documents et les éléments clés. Donc évidemment, les deux vont vraiment de pair et c'est aussi pour ça qu'on insiste dessus. Je suis en train d'essayer de regarder le chat en même temps. Yes. Non, il n'y a pas un match de l'Euro en fond. Tout va bien. Et le dernier point, c'est vraiment la performance. Bon, ça paraît évident aussi, mais quand on effectue de la recherche dans le titre et dans le contenu, si le document est mal nommé, il faut pouvoir le retrouver également. Donc ça, c'est grâce à la partie syntaxique, mais également la partie sémantique de la recherche. Donc vraiment comprendre le sens des mots, comprendre la recherche et pouvoir ressortir des résultats qui vont être connexes, qui vont être dans le champ lexical, qui vont peut-être pas être exactement la recherche, mais qui vont être pertinents. Par exemple, en tapant onboarding, on peut avoir des guides du nouvel arrivant. Ça, c'est très important pour retrouver, avoir accès vraiment à toute l'information. Oui. Puisque le nommage est extrêmement subjectif, on le sait, on le voit et on le revoit. Donc, notamment quand on est implanté dans plusieurs pays avec des cultures différentes. Aussi. Donc le multilingue là-dessus. Tout à fait. Effectivement,
le but n'est pas de vous faire une démo poussée d'Outmind, mais on pense que c'est intéressant de vous montrer des fonctionnalités qui sont importantes dans la gestion de la connaissance. Donc, je pense que tu peux directement… Je peux montrer 2-3 écrans. Si ça peut intéresser, ce sera plus vivant aussi que de montrer cette slide. Donc, ici, on se focus sur le fait de dire on peut connecter les différents outils, faire des recherches de manière centralisée, récupérer les éléments sur une seule interface et enfin réussir à taguer également ces éléments sur une seule et même interface. Pour vous montrer très simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL espace et vous allez avoir en fait en surcouche de tout le poste de travail ma dernière recherche qui a été faite. Vous voyez ici, j'avais tapé le nom d'un appel d'offres pour aller récupérer ce qui se trouve dans les différents outils. Je peux aller naviguer en fait. Vous voyez ici par exemple que je vais avoir un PDF sur SharePoint, un autre sur Google Drive. Je vais pouvoir également ouvrir de manière plus importante cette recherche, pouvoir appliquer des filtres à cette recherche également, voir qui a travaillé sur le sujet. Bon, moi, ça c'est intéressant, c'est moi-même, donc je suis pas sûre que ça va nous aider beaucoup, mais ça va le faire lorsque, par exemple, je vais faire une recherche un peu plus générique. Typiquement, si je recherche les dernières contributions sur un deck interne, je vais avoir non seulement tous les éléments qui vont s'afficher, donc des fichiers qui proviennent de toutes les sources, des pièces jointes d'email, des board decks avec directement la slide qui est présente, avec des emails également qui correspondent à ma recherche. Vous voyez que c'est vraiment très très large. Je pourrais aller dans les conversations, etc. Je peux également trouver les personnes qui ont contribué sur le sujet. Donc si je regarde un petit peu plus en détail, je vais pouvoir être en capacité d'identifier si Chloé a réalisé des documents sur le sujet, idem pour Arthur. Et là, j'ai un élément qui est intéressant. J'ai une information que je n'aurais nulle part ailleurs qui me dit qu'Arthur a travaillé sur ce sujet, mais je n'y ai pas accès. Vous voyez, je peux essayer de cliquer sur l'élément, ça ne sert à rien. Je n'ai pas le titre, donc la confidentialité est préservée. En revanche, je sais à qui m'adresser et je n'envoie pas de bouteille à la mer. Donc, c'est aussi ce qu'on évoquait tout à l'heure, être capable de repérer les contributeurs grâce à directement leurs applications dans les outils et sans leur demander de faire des choses. Alors, on a une question de l'esprit qui dit, est-ce qu'un tantinet est-il prévu dans le résultat de recherche? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un tantinet. Si quelqu'un sait ce qu'un tantinet est. C'est peut-être un trait d'esprit. Ah, par contre, une question de Gaël. Oui. N'est-on pas noyé par la quantité d'informations disponibles? Comment s'effectue la classification? Oui. Alors, typiquement, en fait… Qui sort en premier? Très bonne question. Oui, super. Typiquement, on peut ajouter vraiment des tags directement à l'information. Donc, par exemple, je peux dire que ce deck-ci est un document de référence. Je peux également le faire directement sur une slide en particulier. Donc, ça, c'est assez intéressant aussi. Si vous avez des slides de référence que vous souhaitez être réutilisés, vous pouvez également le faire de cette manière-là. Je pense que le sens de la question était plutôt de… si on tape appel d'offres, on va avoir 10 000 appels d'offres. Comment est-ce qu'on sait quel appel d'offres va être pertinent par rapport à notre recherche, surtout quand on est dans une grande entreprise? Donc, c'est grâce au filtre qu'on va avoir sur la partie gauche. Donc, on peut filtrer la recherche en choisissant sa source, en choisissant la date de création du document, le format du document, etc. On peut également compléter la recherche grâce au booléen en tapant par exemple deck Outmind plus innovation moins Société Générale, etc. Donc, en combinant les filtres et les booléens, on va venir réduire les résultats qu'on va avoir et du coup, orienter sa recherche vers les plus pertinents. Et les 4 premiers résultats qui vont ressortir sont les résultats les plus pertinents au regard de la compréhension de la requête, donc syntaxique et sémantique, mais également de l'occurrence du mot dans le titre, à l'intérieur du document et du champ lexical autour. Oui. Et typiquement, en fait, on va prendre en compte tous ces critères-là, donc de date, de pertinence, de présence des mots-clés, de compréhension des mots-clés. Un exemple pour vous le montrer, c'est aussi d'être capable d'identifier, si je tape par exemple business plan, je vais être en capacité d'aller repérer des documents qui sont des modèles d'affaires ou des BP, donc avec l'idée de réussir toujours à afficher l'information qui correspond à la requête, même si elle n'est pas exactement nommée comme telle. Est-ce que ça répond à votre question, Gaëlle? Je ne sais pas forcément, mais on va peut-être passer aux questions-réponses. Il y a énormément de choses qu'on pourrait vous montrer sur l'outil, les dashboards, l'automatisation, mais typiquement, on sera avec plaisir si vous voulez en savoir plus ici. On voulait vous parler des KPI qu'on mesure aussi avant de terminer parce que c'est important de ne pas juste se dire qu'on va apporter un outil pour faciliter les usages, mais aussi de voir quel est le ROI. Le premier ROI, c'est sur le gain de temps tout simplement. On a fait énormément d'études
qualitative auprès de nos utilisateurs actuels pour aller identifier le temps qu'ils économisent grâce à Outmind. C'est le temps qu'ils ne passent pas soit à rechercher, soit à recréer de nouveaux documents, soit encore à solliciter leur pair. C'est entre 2 heures et 3 heures par semaine auprès des personnes qu'on a consultées. Le deuxième élément concerne l'adoption de l'outil. Aujourd'hui, lorsqu'on déploie ce type d'applicatif, on veut qu'il soit utilisé, sinon il n'apporte pas de valeur, soyons concrets. Donc ce qu'on montre ici, c'est que plus de 85% de nos utilisateurs sont actifs, c'est-à-dire qu'ils se connectent plus d'une fois par mois, et plus de la moitié d'entre eux l'utilisent chaque semaine. Et on a également une moyenne d'usage journalière qui est de 5 recherches par jour par personne, ce qui est assez fort. Et en fait, ce que je vous ai montré d'ailleurs tout à l'heure, à savoir le raccourci clavier qui permet d'aller faire des recherches instantanées, c'est ce qui drive, qui pousse énormément l'usage, parce que c'est extrêmement simple et que ça rentre dans les pratiques très simplement. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je propose qu'on laisse juste la slide comme ça pour qu'elle soit lue. Et en attendant, on répond aussi aux questions du chat, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont plus pertinentes. Est-ce que Notion fait partie des sources possibles? Oui, totalement. On vient se connecter aux outils au travers des API. Donc, quand l'API n'existe pas, on la crée. Et on vient comprendre derrière l'API, en fait, quelle typologie d'information est contenue. Est-ce que c'est du textuel? Est-ce que c'est du documentaire? Est-ce que c'est des numéros de facture, etc. Et on voit, en fait, avec le client, quelles informations il veut récupérer de l'outil et comment est-ce qu'il veut les afficher au travers d'Outmind. Et on vient faire ce travail de personnalisation et de création du connecteur pour s'appuyer justement à être le plus proche possible de l'usage du client. C'est ça. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des connecteurs qui sont présents sur étagère, qui permettent d'aller récupérer typiquement les titres, les documents, les contenus, etc. Et ensuite, sur pas mal d'outils custom, par exemple, votre ERP, votre CRM, vous avez peut-être de la donnée qui est assez spécifique. Des éléments que vous avez mis en place qui sont assez spécifiques. Et donc, ce qu'on va faire aussi, c'est de prendre en compte ces spécificités-là pour pouvoir les afficher correctement dans Outmind. Alors, y a-t-il une gestion des synonymes, des acronymes? Faut-il charger une taxonomie quand elle existe? Alors, il y a déjà un pré-entraînement qui a été réalisé sur le moteur qui inclut tout un ensemble de terminologie et business. Donc, effectivement, il y a déjà des acronymes qui sont présents et tout le reste du travail est fait grâce au machine learning derrière. Donc, concrètement, ça veut dire qu'on va aller essayer de comprendre via une compréhension vectorielle de l'information si un document A est proche en termes de contenu d'un document B et que l'on identifie en fait des expressions communes dans les deux. Un exemple aussi, c'est par exemple de dire si demain j'avais des documents, c'est pas le cas, mais sur Emmanuel Macron sur mes sources, et bien si je tape Élysée France, que je tombe peut-être sur Emmanuel Macron parce qu'on voit une corrélation très forte du champ lexical. Donc on utilise ces différents paramètres-là pour que ça fonctionne bien. Macron qui est fan de l'outil d'ailleurs. Hein. On va pas dire ça, ça commence à être. Ah oui, tu la sortiras la vidéo parce que je l'ai pas. J'ai une question aussi. La recherche se fait-elle sur le contenu des documents mail ou bien sur les titres? Elle se fait sur les deux. Par défaut, la recherche se fait dans le titre des documents, à l'intérieur des documents, donc à l'intérieur des mails, à l'intérieur des pièces jointes, à l'intérieur du contenu tout simplement. Dans l'arborescence également et par auteur. Ça, c'est par défaut. Et après, on peut choisir uniquement l'un ou l'autre de ces critères-là. Choisir de faire uniquement de la recherche dans le titre et vice-versa. Est-ce que vous accompagnez l'utilisateur lors de la prise en main? Si oui, de quelle manière? Oui, alors là-dessus, on est hyper présent. On essaye vraiment de faire en sorte que les utilisateurs ne soient pas perdus dès qu'ils arrivent. J'ai travaillé sur le sujet de l'adoption des outils pendant plusieurs années. Donc, c'est un point qui est extrêmement important aussi au niveau de toute l'équipe aujourd'hui. Donc, ce qu'on fait, c'est on aide en fait notre client à communiquer en interne sur le sujet. Donc, on lui donne tout un ensemble d'éléments qu'il peut partager à ses équipes. On vient proposer une newsletter de teasing entre guillemets 7 jours avant et la veille de l'onboarding. Le jour de l'onboarding, on propose une visio de 30 minutes qui permet aux utilisateurs de comprendre, en tout cas ceux qui le souhaitent, de comprendre comment fonctionnent les principaux types de recherche, pouvoir synchroniser leurs sources facilement et en fait, ça permet aussi de répondre tout simplement aux questions qui peuvent arriver. À savoir que la moitié de nos utilisateurs arrivent généralement de manière autonome puisque les emails plus le fait d'avoir des petits comment ça s'appelle, des guides directement présents dans l'interface. Donc, il y a quelques étapes présentes directement dans l'interface qui sont interactives et qui permettent à l'utilisateur de comprendre qu'il faut d'abord ajouter 1, 2, 3 sources et puis commencer à faire ses recherches et comment est-ce que ça fonctionne. Donc, on est vraiment présent sur toute cette partie-là et on accompagne également après l'onboarding puisqu'on propose aux utilisateurs, en tout cas ceux qui le souhaitent encore une fois, de participer à des sessions de feedback pour comprendre si le moteur a tout simplement répondu à leurs besoins, a permis de retrouver les éléments qu'ils souhaitaient. On aide également nos utilisateurs et nos clients de manière plus globale sur la partie
partie structuration qu'on a évoquée juste en amont, généralement, l'outil ne vient pas tout seul. L'accompagner d'un vrai process est important. Donc, ce qu'on essaye de faire avec les équipes, c'est juste avant l'onboarding, de créer 1-2 ateliers sur l'identification des documents de référence, de sorte à pouvoir déjà créer les principaux tags dans l'interface et de faire en sorte derrière que l'utilisateur, lorsqu'il arrive, puisse tout simplement retrouver un ensemble d'éléments qui sont déjà capitalisés, déjà organisés et qu'il n'ait pas à se dire j'ai un écran vide qu'il faut que je popule. Vraiment, l'idée, c'est d'arriver, de pouvoir commencer à faire sa recherche et que ce soit extrêmement intuitif. Donc, on est présent sur toute cette partie-là. Alors, on a trois bonnes questions. Hein. On va poser celle de Christophe qui n'a pas encore eu l'occasion de poser une question. Quelles sont les limites actuelles de notre solution? Bonne question. Et parmi elles, quelles sont celles que vous pensez éliminer? Et quand et celles qui sont hors d'atteinte. J'ai un élément de réponse, tu pourras compléter. Déjà, moi, la première limite que je vois à Outmind, c'est qu'on se concentre sur l'interne, on ne se concentre pas sur l'externe. Donc, on va pas pouvoir indexer Internet tout simplement et être un outil où vous pouvez faire de la veille, récupérer des articles, et après bien les stocker et les retrouver. Donc ça, déjà, c'est un choix de se concentrer sur l'interne et pas l'externe. Est-ce qu'on ira vers l'externe demain? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est une première limite de l'outil que je vois. La vraie seconde limite aujourd'hui, elle concerne aussi évidemment les connecteurs. Aujourd'hui, on ne sait pas se connecter à tous les outils du marché. En revanche, on sait le faire pour tous ceux qui disposent d'une API, plus tout ce qui va être serveur partagé, par exemple. En réalité, le champ des possibles est déjà très, très large, mais on n'en est pas encore à un outil qui est totalement universel et potentiellement, c'est juste impossible parce qu'il y a énormément de solutions qui sont très legacy et sur lesquelles il n'est pas forcément pertinent de se brancher. Donc, c'est forcément une limitation. Et puis derrière, il y a aussi tout ce qu'on veut faire demain et qui n'est peut-être pas aujourd'hui dans l'outil parce qu'on est encore jeune et qu'on a envie de développer le sujet de plus en plus. Donc, on a notamment toute la partie donc, automatisation du tagging qu'on a commencé à mettre en place. Et l'idée, ça va vraiment être de décharger l'utilisateur, qu'il n'ait plus à vraiment apporter d'action manuelle dans l'outil, améliorer encore la compréhension en langage naturel des requêtes. Donc là-dessus, on est en train de proposer déjà à de premiers clients des interfaces de question answering où on va être capable en fait de poser une question en langage naturel et d'aller retrouver la réponse qui existe dans les documents directement à l'utilisateur. C'est un peu comme vous voyez sur Google, vous avez parfois, vous tapez météo Paris, vous avez tout de suite la météo qui s'affiche par exemple. Et bien l'idée c'est d'aller récupérer l'information qui se trouve dans les documents et dans les outils directement. Et c'est beaucoup plus pertinent et performant qu'un chatbot parce que vous n'avez pas à mettre à jour les réponses et à rajouter des questions. Ça va vraiment être automatiquement récupéré à partir des sources existantes. Donc gros gain ici aussi qu'on peut appliquer sur beaucoup de sujets. On le fait en ce moment sur des sujets HR pour aller retrouver les experts et les bonnes personnes, par exemple sur la paie, etc. Donc il y a plein de questions très spécifiques qu'on commence à pousser à l'outil. On va prendre encore, je vais fusionner deux questions qui sont assez proches, on va apporter une réponse et après on a une surprise pour vous parce que l'heure tourne et on est déjà un peu hors du temps et on a une surprise pour vous, donc on tient à vous la donner cette surprise. Donc la question est la suivante, comment est-ce qu'on se différencie des acteurs du marché tout simplement? Et la question de Gaël est combien de temps et d'efforts pour mettre en place la solution si on part de zéro, par exemple sur des outils Microsoft et quelques GED. Je pense qu'on peut fusionner les deux parce que le déploiement est un des points différenciants. C'est vrai. Tu veux, j'y vais. Alors, typiquement, on a deux types de concurrents, entre guillemets. Le premier sujet, ça va être les barres de recherche qui existent dans les outils. Vous les connaissez toutes. D'un côté, un Microsoft, ce que vous avez sur votre poste de travail, ce qui va être dans le CRM, etc. Google Drive, etc. Voilà, et par outil, évidemment. Donc, ces barres de recherche-là, évidemment, certains vont nous dire que ça leur suffit amplement. Donc, nous, ce qu'on vient dire, justement, c'est trois choses. D'une, vous avez 3-4 recherches différentes avant de trouver votre élément potentiellement. De deux, il y a une vraie intelligence qu'on essaye de pousser dans la recherche. Donc, on n'a pas aujourd'hui d'outils qui soient vraiment performants sur la recherche, notamment sur du multilingue. Vous pouvez tenter de taper NDA dans Google Drive pour trouver un accord de confidentialité. Ça n'a pas fonctionné. On repère les contributeurs alors que c'est quelque chose qui n'est pas du tout appliqué dans les outils actuels. C'est le cas lorsque l'information vous est partagée. Ce n'est pas le cas lorsque les éléments sont chez la personne et que vous n'auriez aucun autre
d'autres moyens d'aller les retrouver. La partie tagging et classification vient également aider parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez par exemple mettre en place ce qu'on appelle des documents de set sur SharePoint, donc des colonnes avec des tags supplémentaires sur SharePoint, vous devez lancer des déploiements spécifiques. Ces tags-là ne seront applicables que sur SharePoint, donc ils ne vont pas aller s'étendre par exemple à des éléments qui sont dans Teams, qui sont dans votre outil de chat, de CRM, etc. Donc on vient aussi apporter une surcouche qui soit vraiment intuitive et qui permette de répondre à cet enjeu-là, parce que concrètement, lorsque on a vu nos clients passer sur ce type de service-là aussi, où il l'était avant qu'ils embarquent sur Outmind, personne ne taguait la donnée parce que c'est pas intuitif, c'est assez caché. Les gens qui connaissent le tagging sur SharePoint sont assez rares et on vient vraiment de manière générale apporter un outil qui est très très intuitif. Vous l'avez vu avec le raccourci clavier, on essaie d'être présent là où l'utilisateur est. Typiquement, on a aussi une application directement dans Teams, de sorte à ajouter la recherche dans votre volet de gauche Teams. Donc ça, pareil, c'est un élément extrêmement différenciant parce que vous pouvez du jour au lendemain pousser Outmind à tous vos utilisateurs Teams sans qu'il y ait de complexité plus forte. Et sur la mise en place, comme tu le disais... L'identification des collaborateurs aussi, qui est très importante. Pardon ? L'identification des collaborateurs. Oui, je l'ai dit juste avant, mais ce que je voulais mentionner, c'est sur la rapidité de mise en place. Donc, j'ai parlé des acteurs traditionnels. Il y a une seconde catégorie d'acteurs qui sont les nouveaux acteurs sur le sujet du search en particulier. Donc, il y en a quelques-uns en Europe et aux États-Unis particulièrement. Donc, on peut citer certains d'entre eux comme Curiosity, comme UseFYI, comme on dit aux États-Unis, qui est plus dans Exhibit aussi. Donc, il y a quelques acteurs sur le sujet. On pourra vous fournir plus de détails là-dessus. On est assez transparent. Concrètement, c'est des outils qui sont soit très orientés B2C, soit n'apportent pas d'intelligence dans la recherche, donc où il n'y a pas d'apport d'une intelligence artificielle. Cinequa, on me souffle dans le chat aussi. Cinequa, évidemment, que l'on voit aussi beaucoup, avec des temps de déploiement qui ne sont pas les mêmes que nous, avec des coûts qui ne sont pas non plus les mêmes. Je ne vais pas citer les coûts de Cinequa tout de suite, mais c'est en plusieurs centaines de milliers d'euros qu'on les chiffre. Donc aujourd'hui, on est capable sur Outmind de pousser le produit à une première BU pour des coûts très significativement inférieurs et avec une rapidité de mise en place qui n'a rien à voir également. Généralement, Cinequa, vous mettez en place, vous embarquez en fait vos équipes DevOps et IT pour vraiment réussir à pousser ce type de projet. Ça va vous prendre 6 mois à 1 an. Nous, notre promesse, c'est d'être capable d'aller déployer l'outil en 48 heures s'il le faut. Donc voilà, c'est des points aussi sur lesquels on se différencie beaucoup. Tout à fait. Une dernière question du coup, prévu d'intégrer la reconnaissance vocale dans votre solution? Pas pour tout de suite, mais c'est effectivement un bon axe. C'est pas forcément quelque chose qu'on a besoin d'intégrer nous, c'est-à-dire que certaines interfaces déjà aujourd'hui sur Mac par exemple permettent d'utiliser la reconnaissance vocale pour tout type de champ. Donc pour les personnes qui ont des difficultés sur ces sujets-là, on pourrait déjà en fait répondre à cet enjeu. C'est pas notre axe prioritaire, c'est pas encore une pratique qui est généralisée en entreprise. On n'a pas forcément l'habitude de parler à son ordinateur dans son open space. Alors arrêtez-moi si je me trompe, mais en tout cas, c'est pas une demande forte qu'on nous ait fait, et pourquoi pas si à l'avenir c'est pertinent. Alors j'ai plus de questions sur le chat et ça tombe bien. En plus, on n'a pas mis le petit mème qui va bien quand même. Donc on peut prendre encore une question si vous le souhaitez. Alors, une question sur la sécurité des données très importante. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas dupliquer vos données. Donc ça, c'est très important. On va créer un index qui va être chiffré. Donc l'index, c'est le chemin pour aller accéder aux données. Donc ça va être très concrètement une suite de chiffres 1, 2, 5, 7 qui va être inintelligible pour l'homme. Donc c'est vraiment l'index. Cet index-là, il va être stocké dans nos serveurs en France, encapsulé dans un VPC dédié, ce qui fait qu'il y aura une séparation logicielle mais également une séparation physique de cet index-là avec les index de nos autres clients. Nous vous léguons la gestion des clés de chiffrement au client. Comme ça, c'est lui qui a la main dessus. Et après, si vous décidez d'arrêter les services d'Outmind, vous appuyez sur un bouton et le VPC se ferme automatiquement. Il n'y a pas de réversibilité de données. Donc, du coup, il y a une réversibilité de données. Lapsus, il y a une réversibilité de données, donc on n'a accès à rien. Et c'est une question qui est très importante, puisque sans sécurité des données, on n'aurait pas pu travailler. On travaille aujourd'hui à des acteurs aérospatiaux, des acteurs bancaires, etc. Donc on a dû passer un certain nombre de tests. On a des certifications de cybersécurité par Google, par Bishop Fox, etc. On subit des analyses d'impact quasiment tous les mois. Donc c'est un sujet qu'on prend très au sérieux. Et
Ah, non, c'est bon. Et effectivement, oui, c'est un peu comme ça qu'on gère la sécurité des données. Ouais, concrètement, aujourd'hui, si vous avez des données dans le cloud aujourd'hui, vous n'avez pas plus de risques de sécurité et de brèches de sécurité en utilisant Outmind, voire l'inverse, parce qu'on a mis en place les meilleures pratiques de data privacy by design et by default. Donc, plus on avance, plus on essaye encore plus de n'avoir accès qu'à ce qui est strictement nécessaire. D'où le fait qu'on soit aussi ouvert à des analyses d'impact lorsque nos clients nous demandent. Totalement. Et ben, merci beaucoup. Hein. Mais voilà, donc c'était déjà assez difficile pour nous de faire ce premier webinaire, et en même temps, on est super content de l'avoir fait parce que c'est une première et il fallait passer l'étape. Vous êtes une quarantaine ici, donc on en est très content. Ce qu'on voulait vous proposer, et c'est la surprise pour la fin, c'est d'aller sur cette URL, donc outmind.ai/start. Et si vous le faites aujourd'hui en bookant un slot aujourd'hui, un rendez-vous aujourd'hui, on vous offre un mois d'essai sur Outmind. Donc, c'est pas rien, on le fait pas en général. Donc, n'hésitez pas à le faire aujourd'hui. On distinguera les demandes faites ce 8 juillet des demandes prochaines. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on serait super content de vous accueillir à Station F. Si vous avez envie de prendre un café avec nous. Et donc, vous avez nos identités, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Merci beaucoup pour votre présence. C'est cool, on a eu du monde. Et désolé un peu pour les petits problèmes techniques, ni rien. J'ai envie de vous laisser sur une petite blague qui vient de venir à l'esprit, mais qui est totalement nulle. Hein. C'est monsieur et madame Thion, des connaissances, ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Et c'est Jess, pour gestion des connaissanses. Oh là 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 là. Voilà. Ah oui, d'accord. Non, mais celle-là, on aurait pu s'en passer. On va rester sur celle-là. On est d'accord, on aurait pu s'en passer. Hein, Il y a une petite question sur... Ah voilà, j'ai un excellent quand même dans le chat, donc merci beaucoup. Et pour Claire, pour Jean-Com, pardon, pour bénéficier de l'essai gratuit 1 mois, il faut aller sur l'URL que vous voyez là et booker une démo d'Outmind. Comme ça, pendant cette démo, on pourra voir avec vous pour vous faire bénéficier de la solution pendant 1 mois sur vos données. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ouais. Et voilà, le mot de la fin peut-être, Grace? Le mot de la fin, on est encore trop content de vous avoir eu aujourd'hui et passez à Station VF, venez nous dire bonjour. Si jamais vous avez des amoureux de la tech dans vos contacts et qui cherchent de nouvelles opportunités, on recrute aussi. La boîte grandit, on est passé, je ne sais pas si vous avez vu la petite image au départ où on voyait 7 personnes, on a quasiment doublé aujourd'hui. Donc voilà, on continue de grandir, donc n'hésitez pas si vous connaissez des gens que ça intéresserait, on serait très heureux d'en parler aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Et au revoir.